Alors, les horloges sont en panne dans le Collège de France, donc le temps est suspendu. Mais on va essayer de faire en sorte quand même de... Donc aujourd'hui, Michael Stolleis va donc nous présenter la troisième leçon qui concerne cet ouvrage que nous avons évoqué à la fin de la leçon précédente, dont le titre allemand était Recht im Unrecht, qui a été publié chez Suhrkampf en 1994 et qui vient seulement de paraître donc aux éditions de l'École normale supérieure de Lyon. La traduction a été faite par Marie-Ange Roy et par Christian Roch, dont je salue la présence dans cet amphithéâtre, parce qu'il est venu voir, Michael, si tu avais bien intégré le vocabulaire français qui permettait de rendre compte de ta pensée sur ce sujet où mieux vaut être précis sur ce sujet si sensible, si complexe. Alors, il y a beaucoup de place aux 2-3 premiers rangs, enfin beaucoup, il y en a pas mal quand même encore. Donc, n'hésitez pas à vous installer et à descendre. Ça sera plus confortable que de rester assis par terre. Voilà. Oui, donc c'est un sujet extrêmement complexe, sensible, sur lequel il y a eu beaucoup de travaux aussi en France. Je pense aux travaux de Yann Chapoutot, de M. Jouan-Jean aussi, Jean Jouan, pardon. Mais ce que je vous propose, c'est, si vous en avez le temps, c'est après la conférence de M. Stolleis de prendre peut-être à nouveau quelques minutes, enfin un peu plus, 5-10 minutes, pour quelques questions. Hein. Donc, Michael, tu as la parole. Merci. Merci, Alain. Et, alors, encore une fois, il y a des places chers devant, auditeurs, la semaine dernière, j'ai essayé de souligner une tradition allemande pour laquelle nous voyons une sorte de pont entre l'absolutisme éclairé du XVIIIe siècle dans la révolution industrielle et sociale du tard XIXe siècle. Ce pont, pour ainsi dire, signifie le rôle de l'État-providence d'intervenir pour prévenir les crises sociales et économiques ou des dangers pour le système politique en général. J'ai essayé d'indiquer comme cette disposition de la société allemande de jeter toute confiance aux institutions étatiques est un élément stable jusqu'à nos jours. Le gouvernement mérite en principe de confiance. Et au surplus, les Allemands ont la plus grande confiance aux juges et à la justice. Ça explique beaucoup. Je crois par exemple l'acceptation large de la législation sociale de Bismarck après 1883 pour les assurances sociales contre les risques des maladies, contre les accidents de travail et contre l'incapacité de travailler, surtout à cause de l'âge. Cette législation était quasi révolutionnaire, mais fut acceptée par la majorité comme un bienfait de l'État. Mais cette confiance de la société allemande explique aussi partiellement pourquoi les Allemands s'ouvrirent vers les grandes promesses d'une dictature dans la situation désespérée entre 1929, ça commence, et 1933. Seulement un État fort pourrait trouver une solution dirigée par une main forte, disait la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie montrait aussi une vraiment tardive réaction quand la maison brûlait déjà jusqu'au toit, parce qu'elle
n'avait pas une idée qu'un État traditionnel pourrait se transformer dans un monstre criminel. Venez ici, il y a des places. Ça explique d'un côté la confiance dans le Führer parce qu'il dominait les institutions étatiques et d'un autre côté la confiance naïve dans la classe des juristes qui représentaient l'État. Avec ces remarques, nous sommes au milieu de notre troisième thème d'aujourd'hui. Ça veut dire le rôle de la science du droit constitutionnel sous le national-socialisme. Je ne veux pas parler sur le national-socialisme en général, ça c'est bien connu, ni sur l'Holocauste ou la Shoah, ni sur les dictatures antilibéraux partout dans l'Europe des années 30 et 40. Mais je veux parler de ma propre discipline juridique, ça veut dire le droit public, constitutionnel ou administratif. La science du droit constitutionnel allemande a accompli dans la première moitié du XXe siècle la transition d'une monarchie constitutionnelle vers une république démocratique, de cette république vers une dictature de parti unique, puis de celle-ci un retour vers une république démocratique rénovée. Ces ruptures et ces évolutions représentaient d'un côté un grand défi intellectuel et scientifique, mais étaient de l'autre aussi porteurs des dangers non négligeables. Car une science qui se révèle être complètement adaptable et pas trop fongible voit aussi émerger des doutes quant à sa scientificité et les scientifiques eux-mêmes doivent se poser la question de savoir s'ils sont capables d'assumer psychologiquement ces identifications à des politiques juridiques changeantes. L'interrogation quant à ce que la science du droit constitutionnel a pu conserver comme élément de continuité, ce qui a pu lui conférer quelque stabilité malgré le changement permanent des décors, est donc une question qui s'impose. L'intérêt de cette question n'est pas seulement historique. La culture politique de la République fédérale est pour une large part marquée par la science du droit constitutionnel, par la Cour constitutionnelle fédérale et ses arrêts, ainsi que par le débat public autour des questions du droit constitutionnel. Les arguments avancés à ces occasions n'ont, pour la très grande majorité d'entre eux, pas été inventés sous la République fédérale. Ils remontent parfois à l'époque de l'Empire de 1870, mais datent avant tout de la République de Weimar. C'est par égard pour cette culture politique qu'il faut donc se poser la question de savoir dans quel état de droit constitutionnel a survécu aux mutations radicales évoquées plus haut. De quelle manière les professeurs de droit constitutionnel et de droit administratif ont-ils manié leurs arguments et comment ont-ils, en tant que personnes engagées politiquement, intelligentes et sensibles, ceci étant posé comme supposition générale, réagi à de tels bouleversements politiques. Les scientifiques eux-mêmes n'ont offert que peu de réponses à de telles interrogations. L'Union des professeurs du droit public ne s'est pas réunie entre 1933 et 1945. Elle pouvait donc se sentir partiellement dégagée de l'obligation d'un retour critique sur son passé. Il y a apparemment suffi de désigner quelques brebis galeuses, ou comme nous disons en allemand, des moutons noirs, schwarze Schafe. Ce sont les noms de Carl Schmitt, Ernst Rudolf Huber
Otto Köhlreuter, moins connu, et Reinhard Höhn. Mais pour tous les autres, s'appliquait le principe suivant. Toute personne qui n'avait pas été par trop national-socialiste, toute personne qui s'était contentée de commenter le droit existant, pouvait espérer un retour en grâce rapide, peut-être même directement avec un manuel d'enseignement démocratique du droit constitutionnel sous les bras. C'est une allusion à Theodor Mauns, qui a écrit un tel livre. Vouloir parler du droit national-socialiste et de la participation que certains y prirent était communément considéré après 1950 comme un manque de tact. On risquait mieux de blesser un collègue ou un professeur, et de plus, l'interprétation de la loi fondamentale offrait suffisamment de nouvelles occupations. Néanmoins, dès les années 1970, les signes se multipliaient en faveur d'une discussion plus libre et d'un traitement moins empreint de préjugés de cet objet de l'étude. On pouvait observer une réelle historisation du national-socialisme. De plus en plus apparaissent des études qui offraient une perspective plus large, qui ont donné des analyses sans moraliser, qui travaillent donc historiquement au sens classique du terme. Le point de départ apparemment solide et incontesté de la science du droit constitutionnel comme science est le positivisme juridique développé par Carl Friedrich von Gerber et Paul Laband entre 1865 et 1900. Il s'arrogea le qualificatif scientifique et devint le maître étalon pour tout droit constitutionnel pratiqué scientifiquement. Il n'était pas une théorie politique, mais une réduction méthodologiquement justifiée du champ juridico-dogmatique au droit constitutionnel positif de l'Empire. Il supposait naturellement pour acquis l'adhésion politique à la fondation de l'Empire. Dans ce contexte, on était d'accord avec le contenu du droit positif. Ce qui était légal semblait aussi légitime. Le rôle de la science consistait alors à extraire et identifier les idées fondamentales contenues dans le droit positif et les réunir en un système conceptuel fermé. Mais avant même le début de la Première Guerre mondiale, les éléments politiques et empiriques du droit constitutionnel, pourtant écartés depuis 1870, avaient donc fait leur réapparition. Étant donné que l'on ne pouvait pas simplement revenir à l'entremêlement des éléments juridiques et non juridiques tels qu'ils existaient avant l'apparition du positivisme, on tenta de sortir de l'embarras par un redoublement de la perspective. La théorie générale de l'État de Georg Jelinek, je cite, « La condensation la plus aboutie de la théorie de l'État au XIXe siècle, comme Hans Kelsen le formulera plus tard, cette théorie de Georg Jelinek se divisa de ce fait en deux parties, en un concept juridique et un concept sociologique de l'État, en un concept normatif et un concept empirique. Cela signifiait d'une part la prise en compte de la demande de la reconnaissance présente des sciences empiriques, mais sauvegarder de l'autre la pureté de la domaine juridique. Ce processus fit bien sûr
surgit des contradictions en matière de théorie de la connaissance et il devient évident que Jelinek avait également fondé ses suppositions empiriques sur une métaphysique idéaliste de l'histoire. Ces déficiences furent principalement mises au jour avec acuité et finesse par l'Autrichien Hans Kelsen. Il exigea une séparation plus nette entre l'être et le devoir, entre les phrases normatives et les phrases empiriques, ainsi que le bannissement de l'éthique, de la politique et de la métaphysique hors de la science juridique. De par ses contributions après 1911, il mena la science du droit constitutionnel vers un débat théorique portant sur les principes fondamentaux du droit. Mais tandis que cette discussion fut menée avant 1918 ou 19, essentiellement dans les cercles académiques, elle s'élargit dans les turbulences des années 20 et prit une tonalité stridente, sous-tendue par des pointes d'antisémitisme. Ce qu'on appelle l'école viennoise du droit constitutionnel se trouva donc progressivement en décalage, aussi bien philosophiquement que politiquement, avec l'opinion dominante en Allemagne. À quoi ressemblait cette opinion dominante? Si l'on prend comme exemple le répertoire de l'Union des professeurs du droit public de 1922, avec ses 84 noms, on peut alors, avec de fortes simplifications, former 4 groupes. Dans un premier temps, dominent encore les représentants du positivisme juridique classique. Ils acceptent la nouvelle République et sa nouvelle Constitution sans un enthousiasme exagéré, mais néanmoins avec loyauté. Car le nouvel ordre était, selon la doctrine du pouvoir constituant de la Révolution triomphante, juridiquement inattaquable au regard du droit positif. Ils étaient, comme on disait, les républicains de raison, de la science du droit constitutionnel, tous de la vieille génération, et ils s'efforcèrent de maintenir le lien avec la science du droit antérieur. Des exemples typiques pour ce groupe sont Richard Thoma à Heidelberg et après à Bonn, Heinrich Trippel à Berlin et Gerhard Anschütz encore à Heidelberg, qui comptèrent parmi les spécialistes du droit public les plus respectés de la République de Weimar et qui, plus tard, gardèrent leur distance avec le national-socialisme. À côté, se formèrent progressivement un deuxième groupe aux options méthodologiques et politiques divergentes. Si l'on se focalise sur la méthodologie, on est probablement amené à évoquer Erich Kaufmann comme premier opposant antipositiviste. Son livre avec le titre « Critique de la philosophie du droit néo-kantienne » 1921, un écrit de lutte philosophique de premier ordre, ainsi que sa conférence sur le principe d'égalité devant la loi lors du congrès de l'Union des professeurs du droit public en 1925, sont les premières occurrences d'une profession du foi en faveur d'une idée matérielle du droit au-dessus du droit positif et du droit constitutionnel positif aussi, en faveur de l'abandon du rationalisme et du relativisme des valeurs, ce qui signifiait politiquement l'abandon de la démocratie parlementaire. Ce que Erich Kaufmann, de même que Günther Holstein, mort très jeune, essayait de propager, c'est-à-dire le passage
à la méthodologie des sciences humaines. Geisteswissenschaftliche Methode, c'est compliqué à traduire en français. Alors, méthodologie des sciences humaines. C'était Rudolf Sment. Il était professeur du droit public à Berlin. En 1928, il publia son fameux livre « Constitution et droit constitutionnel », dans lequel il tenta d'appliquer le concept sociologique d'intégration au processus politique. La théorie d'intégration développée dans cet ouvrage et active jusqu'à aujourd'hui, était dès le début placée au cœur d'un ensemble d'ambivalences délibérément imprécises, oscillant en permanence entre des énonces descriptives et des énonces normatives. Elle cherchait une solution dialectique à la tension entre l'individu et la communauté. Il devient évident qu'apparaissait ici un groupe qui, de par son rejet de fondements méthodologiques issus de l'Empire et de sa méfiance à l'égard d'une conception formelle de la démocratie, porterait en elle le potentiel pour devenir la future doctrine dominante. À l'exception de Hermann Heller, qui par ses options méthodologique peut être rattaché à ce groupe, mais qui, en tant que social-démocrate, en formait le pôle politique opposé. Les antipositivistes, comme on disait aussi en allemand, antipositivisten, étaient tout conservateurs, en ce sens qu'ils souffraient de l'humiliation du traité de Versailles, qu'ils rejettent les partis politiques et qu'ils recherchaient la création d'un État fort, national, et le dépassement des luttes de classe dans l'unité supérieure de la communauté populaire, Volksgemeinschaft. Ce n'étaient plus des monarchistes, pas encore des fascistes, mais toutefois des tièdes républicains et des bourgeois mécontents des conditions régnantes sous la République de Weimar. Un troisième groupe se caractérise moins par des finesses méthodologiques qu'une option politique univoque contre la République. Alors que la majorité des professeurs de droit constitutionnel, se conformant à l'idéal traditionnel d'une science juridique constitutionnelle apolitique, ne suivaient leurs orientations politiques qu'à mots couverts, il en était certains qui, de leur chair, combattaient activement la République. D'autres, parmi lesquels des historiens ou des philosophes du droit, esquissaient la vision d'un avenir d'un État corporatif autoritaire. Je cite les noms Tartarin, Tarnheiden, Herfahrt. Ce sont des chrétiens, professeurs propagant un État autoritaire, d'un État hégémonique fondé sur Hegel et Fichte, Julius Binder, ou d'un Führerstaat fondé sur un droit de tradition populaire et une direction énergique. Ce n'est pas intéressant, les noms en particulier. Toutes ces variantes avaient en commun leurs principes antidémocratiques, leur rejet du marxisme et leur lien philosophique avec l'idéalisme du XIXe siècle. Enfin, un dernier groupe de professeurs de droit constitutionnel. Il se forma dans les dernières années de la République et se comprenait lui-même le groupe de la jeune droite. Philosophiquement, ils étaient des hegeliens de droite, et je veux citer Sylvie Hurstel. Elle a écrit sa thèse sur ce thème, les hegeliens de droite dans la République de Weimar. Ou
alors cultivé un certain type de décisionnisme héroïque, dans le sens où l'entendait l'écrivain Ernst Jünger, très célèbre en France. Une partie d'entre eux s'engagera peu après de manière décidée aux côtes du national-socialisme. C'était Ernst Rudolf Huber, Ernst Forsthoff et Reinhard Höhn. Et Ernst Rudolf Huber et Forsthoff étaient des élèves de Carl Schmitt. C'est ici qu'il faut également évoquer la personnalité aux facettes chatoyantes de Carl Schmitt. Un homme que son talent stylistique, son savoir et son intelligence plaçaient nettement au-dessus de la moyenne et qui essaya de porter à la République affaiblie les derniers coups décisifs. C'est bien Schmitt qui, alors qu'il a collaboré encore avec le chancelier Franz von Papen en 1932 et surtout avec le général von Schleicher à l'automne 1932, sera en janvier de l'année suivante le premier professeur de droit constitutionnel vraiment éminent à se mettre à disposition des nationaux socialistes. Si l'on passe une nouvelle fois ces groupes en revue, on constate à quel point les classements sont difficiles. Une méthodologie positiviste n'allait pas toujours, mais néanmoins souvent, de pair à l'adhésion à la République. L'inimitié à l'égard du positivisme allait souvent de pair avec l'inimitié à l'égard de la République, mais pouvait aussi être fondée sur une conception du droit naturel issue, par exemple, de la doctrine sociale du catholicisme. Même le seul social-démocrate parmi les professeurs du droit constitutionnel, déjà mentionné Hermann Heller, n'était pas du tout un positiviste. Il reliait un fort penchant pour les sciences sociales avec certains éléments de l'idéalisme philosophique et il était politiquement un défenseur intrépide et imposant de la République, du même genre que Kelsen, son adversaire en question de méthode. Mais l'exemple de Hermann Heller ne doit en aucun cas suggérer ici que toutes les combinaisons étaient librement possibles. Au contraire, il me semble qu'existe environ à partir de 1925 un courant dominant. Il représentait la réorientation politique de la bourgeoisie à travers les crises de la République, toutes les formes de l'irrationalisme philosophique, le désir de guidance, de Führung et de communauté, Gemeinschaft ou Volksgemeinschaft, ainsi que la tendance fondamentale très répandue ces années-là, la réaction aux Lumières. Elle va de pair avec l'idéalisation croissante nourrie de l'expérience de la guerre, la Première Guerre, de la communauté populaire que l'on tend à considérer comme un îlot de paix au sein de la lutte des classes. Les structures solides sur lesquelles se fonderait cette communauté populaire, on allait les chercher dans les ordres nouveaux, les modèles corporatifs en s'appuyant sur le pouvoir quasi-dictatorial du président du Reich, le général Hindenburg. Formulé négativement, cela signifiait le refus de l'intellect considéré comme dissolvant, le mépris de l'argumentation rationnelle et utilitariste, soi-disant trop plate, le rejet du parlementarisme et des partis, à qui l'on reprochait leur compromis et leur incapacité à mener cette politique énergique tellement espérée. La science du droit constitutionnel ne reste pas à l'écart de ces tendances. Au contraire, elle se trouve dans sa grande majorité d'un côté de la barricade et la faible République
de l'autre. L'on pourrait désormais illustrer cette tendance autoritaire et irrationnelle de la pensée si défavorable à la République à partir de quelques exemples concrets. Mais plus important encore que ces exemples sont les raisons qui ont poussé les professeurs du droit constitutionnel à renoncer à la République d'un cœur aussi léger, à considérer l'état de droit comme un bien dont on pouvait facilement se départir, à exalter de manière aussi métaphysique le pouvoir exécutif. Elle recouvre en partie les raisons connues pour l'échec de la République en tant qu'elle. Car la science du droit constitutionnel n'est pas une province isolée de la vie intellectuelle, mais il existe néanmoins certaines spécificités de la pensée étatique allemande qui n'ont pu que renforcer la tendance générale. En Allemagne, comme j'ai déjà dit, l'État a toujours été pensé à partir de l'administration. Les grands théoriciens du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle se sont consacrés à l'administration alors que l'on cherche en vain des classiques de la théorie de l'État tels que Hobbes ou Locke ou Montesquieu, Rousseau ou Sieyès. En conséquence de cela, le pouvoir exécutif est, en Allemagne, traditionnellement en avance sur les autres pouvoirs de l'État. Le parlementarisme n'est apparu que tardivement et a conservé jusqu'à aujourd'hui certaines faiblesses. Je considère cette tradition intellectuelle, qui par exemple est totalement différente de la tradition parlementaire en Angleterre, comme un facteur essentiel pour l'analyse de la politique intérieure allemande au XXe siècle. Une deuxième trait significatif de la théorie allemande de l'État est, à mon avis, sa fondation métaphysique très accentuée. Les différences avec le rationalisme occidental, l'utilitarisme et le pragmatisme trouvent leur source dans le lointain passé historique. Nous trouvons en Allemagne une conception chrétienne de la charge et du service très marqué, un rapport éthiquement déterminé à l'autorité. Cela se perpétue de manière sécularisée dans la philosophie de l'idéalisme allemand et nous retrouvons la même question au cœur du débat philosophique des années 20 du XXe siècle. D'un côté, les tendances au relativisme des valeurs, au libéralisme et à la démocratie parlementaire, surtout chez Hans Kelsen, et de l'autre côté, la philosophie idéaliste avec ses variantes initiées par Fichte, Schelling et Hegel, marquée par la croyance à des vérités éternelles, ainsi qu'à l'État comme idée morale. Dans cette perspective, l'État n'est pas un abri de fortune érigé par l'homme, pas un contrat rationnel, mais un être surhumain au service duquel chaque individu trouve son accomplissement. Kelsen a très bien identifié de quelle manière étaient reparties les charges. Il a constaté avec résignation en 1932, je cite, qu'il était une évidence dans les cercles des professeurs de droit constitutionnel et des sociologues de ne parler aujourd'hui qu'en termes méprisants de la démocratie, qu'il apparaît comme moderne de saluer la dictature, directement ou indirectement, comme l'aurore d'une ère nouvelle. Et ce changement de l'attitude scientifique va main dans la main avec un déplacement du front philosophique. On se détourne de la clarté, désormais décriée comme platitude, du rationalisme empirique et critique.
cet espace vital, spirituel de la démocratie, pour accomplir un retour vers l'obscurité de la métaphysique, méprise de la profondeur, vers le culte de l'irrationnel nébuleux, vers cette atmosphère spécifique dans laquelle, depuis toujours, les différentes formes d'autocratie se sont épanouies le plus librement. Voilà le slogan d'aujourd'hui. Fin de citation de Kelsen. Effectivement, l'autocratie se tenait aux portes de la cité. L'abrogation des principaux droits fondamentaux, une vague sans précédent d'arrestation et d'émigration, la loi du plein pouvoir pour le gouvernement, le Ermächtigungsgesetz, le démantèlement des partis et des syndicats, tout cela submergea en quelques semaines, entre janvier et mai 1933, une Allemagne à moitié enivrée d'allégresse, à moitié assommée d'effroi. Il devient rapidement évident que le droit constitutionnel se voyait ainsi privé pour la deuxième fois au XXe siècle du droit positif qui lui servait de fondament. Dès 1934, il n'y avait plus de constitution dans le sens traditionnel. Aussi, l'encadrement scientifique était ruiné. Mais il n'y avait pas que cela. Il apparaissait peu sûr et même de plus en plus douteux que l'on parviendrait même à un stade suffisamment stable de la vie étatique pour permettre un traitement juridique. De plus en plus, les professeurs du droit constitutionnel parcoururent que la théorie générale de l'État ainsi que le droit constitutionnel n'avaient plus affaire qu'à des fragments de leur ancien objet et se voyaient pour le reste confrontés à un exercice du pouvoir sans normes et sans forme. Plus les principes fondamentaux constitutionnels prenaient un caractère arbitraire, moins leur traitement scientifique ne semblait encore faire sens. Cette évolution était commentée sarcastiquement par les national-socialistes, et je cite un de ces fonctionnaires dans la Maison Brune à Munich. Il disait, je cite, « Tout comme l'ancien État ne reviendra jamais, l'ancienne théorie de l'État n'aura plus jamais d'importance. Il est tout aussi futile de vouloir composer de savants traités sur la nature du nouvel État. Ici aussi, les plumes grattent en vain. » Quelle apparence la nouvelle construction étatique aura dans 10 ans? Un seul homme le sait aujourd'hui, le Führer. Il ne va pas se laisser influencer en ce domaine par les scribouillards, aussi cultivés soient-ils. Fin de citation. C'était une illustration pour l'atmosphère anti-scientifique du Parti national-socialiste. Pour la grande majorité des professeurs du droit constitutionnel, se posait donc à l'automne 1933 la question de l'attitude à s'adopter. Seuls quelques-uns étaient déjà déclarés en faveur du national-socialisme, presque 3 ou 4. Pour les autres, il fallait désormais jouer carte sur table. Pour les démocrates, respectivement les sociodémocrates comme Kelsen et Heller, l'émigration était inévitable, d'autant plus que les deux étaient d'origine juive. Heller mourut peu après à Madrid. Kelsen, qui devait encore faire l'expérience en 1936 de se faire insulter à Prague par les étudiants de son élève Sander, se réfugia à Genève.
et après aux États-Unis. Erich Kaufmann se retira à Berlin et n'émigra qu'en 1938, tout comme Gerhard Leipolz et Hans Naviaski. Un jeune chercheur politiquement honnête comme Ernst Friesenhahn se sépara de son maître Carl Schmitt, résista également aux tentations postérieures et exista, avec un cabinet d'avocats et une charge de cours, pour ainsi dire, dans l'angle mort. Les représentants de générations plus anciennes, tels que Gerd Anschütz, Rudolf Sment, Richard Thoma et Heinrich Triepel, se laissèrent mettre à la retraite dans la mesure où ils ne l'étaient pas déjà, se tinrent en partie indignés, en partie résignés, en retrait, ne publièrent plus que très peu et se penchèrent sur des thèmes peu compromettants, souvent historiques ou souvent aussi concernant le droit des gens. Parmi les auteurs renommés qui se convertirent au national-socialisme, les figures de Carl Schmitt ou d'Otto Köhlreuter se détachent clairement. Le tournant national-socialiste de Carl Schmitt fut, dans un premier temps, relevé avec énormément de gratitude par les détenteurs du pouvoir, puisqu'on avait là une figure de proue, une figure célèbre, un critique acerbe du parlementarisme, un partisan de la dictature du président du Reich, de la décision fondatrice de l'ordre souveraine et de la distinction existentielle entre amis et ennemis. Hermann Göring, la deuxième figure sous Hitler, récompensa cela avec un titre de conseiller d'État prussien. L'entrée à l'Académie du droit allemand, la nomination au poste d'administrateur de la section professionnelle, professeur d'université au sein de l'Union des juristes nationaux socialistes et la direction de publication de Deutsche Juristenzeitung s'en suivirent. Schmitt, de son côté, manifesta sa reconnaissance pour l'article fameusement scandaleux intitulé « Le Führer protège le droit », par lequel les meurtres de Röhm et d'autres, et dans son entourage, obtinrent leur absolution constitutionnelle, et il se lancera aussi plus tard, de plus en plus acculé, dans la propagande antisémite, ce qui, dans une certaine mesure, jettera toujours une ombre sur son nom. Mais le noyau dur de la nouvelle science du droit constitutionnel et du droit administratif national-socialiste était, à vrai dire, par le groupe des professeurs de l'université qui, en 1933, avancèrent quasiment en même temps aux chaires qui se libéraient et qui, dans un premier temps, étaient tous des partisans déclarés du nouveau système. Faisait partie de ce groupe Ernst Rudolf Huber, le grand historien de l'histoire constitutionnelle, et Ernst Forsthoff, Gustav Adolf Walz, Herbert Krüger, Theodor Mauns et autres, ainsi qu'en marge, bien que toujours prudemment modéré, Ulrich Scheuner. Mais Paul Ritterbusch et Reinhard Höhn se profilèrent rapidement comme des nationaux-socialistes particulièrement radicaux. Ce dernier venait de l'ordre jeune allemand, Junges Deutschland, et passa alors à la SS. Des autres directement issus du travail militant et qui auraient su se faire entendre au sein du droit constitutionnel n'existaient pas ou peu. Tous ces noms, réunis par la seule profession de foi univoque en faveur du national-socialisme, représentent d'autre part des choses extrêmement hétérogènes à l'intérieur de ce cadre. Alors que les uns reprenaient
et développer les impulsions données par Carl Schmitt sur la base d'un hegelianisme de droite et que d'autres étaient influencés par la théorie de l'intégration de Sment. Un troisième groupe, enfin, allait un positivisme juridique brave et ingénu au slogan de propagande usuel à propos de la communauté populaire et de l'autorité du Führer sur son peuple, ou telle que l'autorité envers les subordonnés, responsabilité devant les supérieurs, où l'intérêt public prime l'intérêt particulier, etc. De l'avis unanime, l'État national-socialiste était en aucun point comparable à l'État libéral. Il était bien plus, selon la formule usuelle, la forme vivante de l'essence populaire, in fine, seulement un instrument assurant la survie du peuple. C'est une citation de Hitler. Si l'on garde à l'esprit à quel point les professeurs du droit constitutionnel vivant à cette époque en Allemagne étaient divers au regard de leur profil intellectuel, de leurs objectifs, de leur identification au national-socialisme, ainsi que, et ce n'est pas un point de détail, de leur proximité très variable au pouvoir, il ne surprend guère que l'on n'ait pas pu assister à l'émergence d'une science du droit constitutionnel national-socialiste unique et cohérente. C'était impossible. Étant donné la structure mouvante du droit constitutionnel national-socialiste, si l'on veut absolument parler d'un tel droit, la superstructure intellectuelle lui correspondant était tout aussi instable. Il y a donc quelque chose d'insensé de vouloir construire un système à partir des innombrables déclarations concernant la théorie de l'État. La recherche d'un système me semble déjà défaillant en tant qu'approche problématique, puisqu'un tel système n'a jamais existé et ne devait pas exister. Là où le pouvoir décisionnel est concentré en une figure élevée au rang de mythe, tout système ne pourrait avoir qu'un effet de contrainte. Or, c'est précisément ce qu'il fallait éviter. En poussant l'idée à l'extrême, on pourrait dire qu'au niveau du droit constitutionnel n'existait que la lutte du pouvoir et la décision révocable à tout moment. Mais en même temps, et cela illustre la schizophrénie d'un tel État, on pouvait, au niveau de décisions administratives quotidiennes, tout à fait réclamer et imposer une certaine régularité, réprimander des infractions à la loi et même maintenir une certaine forme de protection légale. Ainsi s'explique que quelques domaines du droit administratif, par exemple les parties apolitiques du droit fiscal, le droit d'expropriation, le droit industriel et commercial, etc., aient pu passer entre les mailles du filet et maintenir du début à la fin des procédures dignes d'un état de droit. La science du droit constitutionnel répond dans ces processus enchevêtrés aux différentes phases de l'évolution du régime. Elle soutient en 1933-1934 la coalition entre les nationaux allemands et les nationaux socialistes, accompagne la consolidation et le développement du Führerstaat jusqu'en 1938 et tombe à partir de 1938 dans un silence des plus parlants. Mis à part le droit constitutionnel de l'Empire pangermanique, Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches, c'était le titre d'un livre de Ernst Rudolf Huber en 1939. Plus rien d'important ne fut écrit. C'est caractéristique pour la scène.
Le repli vers les domaines plus inoffensifs du droit des gens, histoire du droit, de la théorie, de l'administration et des sciences politiques générales se mit en place. Il n'y eut pas de débat sur les fondements du droit constitutionnel, pas plus qu'une réflexion du principe sur la méthodologie. De même, on ne publia plus de théorie générale du droit, also allgemeine Staatslehre, n'existait plus. Vouloir en rédiger une apparaissait probablement comme trop risqué ou alors simplement inutile. Le bilan final est déprimant. Une science de droit constitutionnel ou du droit administratif qui mériterait ce nom en tant que discipline scientifique n'existait plus. À vrai dire, son agonie avait commencé au moment où la justification juridique des meurtres de Röhm en 1934 et de son entourage avait été acceptée en silence. C'est d'ailleurs au même moment que l'Union des professeurs du droit public allemand cessa ses activités. Hitler n'avait pas une grande estime pour les professeurs. Cette amère découverte que leur existence n'était nullement indispensable ne fut que très tardivement, voire jamais, acceptée par la majorité des juristes. Mais l'on chercherait en vain des membres de l'Union des professeurs du droit public dans les cercles de la résistance active. Il y avait parmi ceux-ci des officiers, des hommes de l'Église, des étudiants, des social-démocrates et des communistes, mais, pour ce que l'on sait, seulement un single professeur de droit administratif, son nom est Hans Peters. Il était très catholique, il était, après la guerre, le président de la Société Görres, une organisation catholique entre les professeurs des universités. Alors, peut-être que cela n'est qu'un hasard, mais il se peut aussi que cela soit un témoignage à l'égard d'une certaine couche de savants plus proches du pouvoir que d'autres et qui étaient bien plus habitués à relativiser la différence entre le bien et le mal. Si l'on se demande, en guise de conclusion, comment cette couche est parvenue après 1945 à retrouver une stabilité intérieure, à surmonter la dénazification, à remonter en chair, à publier des manuels et des commentaires démocratiques et à prêcher aux jeunes juristes se destinant à l'étude du droit, le cantique de l'état de droit, on se trouve alors plongé dans les conditions historiques et psychiques difficiles et compliquées. Avant de déplorer ces processus avec un dégoût moral, il faudrait en découvrir les causes politiques et déterminer pour les cas individuels où se trouvent les continuités personnelles et intellectuelles. Je dois me limiter ici à l'esquisse de quelques traits à continuer la semaine prochaine. Premièrement, l'Union des professeurs du droit public, qui avait cessé toute activité en 1933, fut refondée en 1949. Son doyen et président d'honneur, Richard Thomas, lui assura alors, peut-être un peu trop élogieusement, qu'elle, je cite, pouvait désormais reparaître la tête haute. Son effectif, 82 membres, s'était modifié dans un sens qui n'est pas sans intérêt. L'Union avait perdu 40 membres par décès depuis 1933. Quelques membres de part trop
compromis avec le national-socialisme s'étaient retirés. Carl Schmitt, Otto Köhlreuter, Ernst Rudolf Huber, Reinhard Höhn, seulement ces 4 personnes. Et Hans Kelsen et Karl Löwenstein étaient restés aux États-Unis. D'autres émigrés étaient revenus. Erich Kaufmann, Gerhard Leipolz à Göttingen, Hans Nawiaski à Munich. Et toute une kyrielle de démocrates convaincus s'était rajoutée. Wolfgang Abendroth, Hermann Brill, Carlo Schmitt, tous les 3 social-démocrates. Dans l'ensemble, donc, pour un effectif total de 85 professeurs, aujourd'hui nous avons plus que 750, un changement vraiment considérable. Au reste, deuxième point, les professeurs du droit constitutionnel ou du droit administratif ont été happés, comme tous les autres Allemands des zones d'occupation occidentale, pour la machinerie de la dénazification, née d'une bonne volonté, sans doute, mais inefficace, un procédé qui intensifia le sentiment communautaire et renforça la tentation de ne pas dénoncer les brebis galeuses ou les moutons noirs parmi eux. La solidarité de l'élite disciplinaire, que l'on a aussi pu observer pour d'autres groupes homogènes, passa finalement avant toute différence politique. Troisième point, un trait caractéristique des années après 1945 est aussi le fait que le penchant physique à laisser le passé être le passé était spécialement fort. Les personnes qui se concentraient sur la reconstruction, sur les problèmes constitutionnels et l'ordre du jour pour les constitutions des Länder ou concernant la rédaction de la loi fondamentale ne pouvaient pas en même temps faire un travail de mémoire. En se consacrant aux choses nouvelles, on pouvait joindre l'utile et l'agréable. En résumé, ceux qui parmi les anciens émettaient des signaux montrant qu'ils étaient prêts à collaborer sous des auspices démocratiques se voyaient acceptés. Il n'y eut donc pas de rupture révolutionnaire par la destitution globale de tous ceux qui avaient enseigné de 1933 à 1945, comme dans l'Allemagne de l'Est. On occulta les questions délicates pendant environ 20 ou 25 ans et on espérait qu'avec le temps, les choses finiraient par s'arranger. Mais cet espoir faisait illusion. Le passé refoulé fit son grand retour. La Cour constitutionnelle fédérale causa le premier choc en déclarant que tous les contrats de travail des fonctionnaires national-socialistes s'étaient éteints le 8 mai 1945. C'était la décision dans le troisième volume, très tôt alors. Les protestations des professeurs du droit constitutionnel contre cela n'y changèrent rien. Le deuxième choc eut lieu après 1965, lorsqu'il fallut constater que les spectres du passé n'étaient pas morts, mais avaient été temporairement paralysés. La série de quelques cas scandaleux, ne semblait pas vouloir cesser. Ils ont causé de graves torts à la culture politique de la République fédérale en ébranlant la confiance des jeunes générations et en confirmant apparemment le soupçon qu'un ancien national-socialiste actif pouvait accéder aux plus hautes charges de la République fédérale, alors que les déviants gauchistes étaient impitoyablement réprimés aussi bien que socialement que professionnellement. La semaine prochaine, je voudrais bien continuer à cette reconstruction d'un état de droit
et de la démocratie, avec les droits et garanties fondamentaux et l'invention du contrôle du législateur par une Cour constitutionnelle. Cette continuation dure aussi déjà presque 70 ans. Elle a gagné une stabilité remarquée en Europe. Merci. Merci beaucoup, Michael. Donc, je vous propose de prendre le temps de quelques questions. Je vais poser la première, ce qui vous donner le temps de réfléchir. En France, il y a eu un débat très important sur ces sujets dans les années 90, si ma mémoire est bonne. Et il y a eu un débat sur ce qui pouvait être la responsabilité du positivisme à partir de l'observation d'un certain nombre de professeurs de droit qui étaient passés sous Vichy. Pour résumer cette posture, je pourrais citer un texte de Georges Ripper, qui a été doyen de la faculté de droit de Paris, que j'ai cité ce matin dans mon cours pour un excellent livre qu'il a fait, je crois en tôle, il l'a fait, je dis, il faut que je vérifie, mais en 1946, et qui a été donc garde des Sceaux de Pétain. Et c'est sous son égide qu'ont été adoptées les lois antisémites de Vichy, lui-même n'étant pas, semble-t-il, particulièrement antisémite, mais préfaçant un recueil d'écrits de droit allemand, il avait cette formule: le scientifique se désintéresse du contenu politique de ce qu'il examine. Donc, est-ce que dans le cas allemand, il y a eu cette remise en cause du positivisme, ou est-ce qu'on peut dire que le positivisme n'a absolument rien à voir dans ce sujet? Après la guerre, on a dit presque avec unanimité que le positivisme était coupable parce que les juristes des années 20 et 30 étaient formés sous la domination d'un positivisme traditionnel et qu'ils étaient les juristes obéissants après 1933 parce que le régime nazi a transformé son système dans une forme de loi. Et alors, coupable était le national-socialisme et le positivisme comme méthode. Et ça était soutenu par une déclaration de Hitler dans le Parlement 1942. Il a dit les juristes et surtout les juges sont toujours les positivistes traditionnels et n'ont pas compris l'idéologie du national-socialisme. Et il fallait une nouvelle génération des jeunes juristes pour le national-socialisme. Alors, après la guerre, c'était très commode pour les juristes de dire « nous étions seulement obéissants à la loi, nous sommes les vraies victimes ». Et on a discuté ça dans l'histoire du droit, tu le sais aussi, dans les années 70, 80. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'était un mythe que le positivisme est coupable. Et si on cite Hans Kelsen, le super positiviste, ça se voit clairement. Alors, c'est un mythe pour l'exculpation des juristes après la guerre. Voilà. Et donc, est-ce que je pourrais dire qu'en tant que juriste, tu ne peux rien dire, ou tu pourrais dire la même chose que Ripper sur le moment nazi, c'est-à-dire qu'en tant que juriste, on ne peut rien en dire? Comme juriste? Oui. Comme juriste seulement? C'est-à-dire on ne peut que le décrire, mais parce que dans tout l'exposé, il y avait le sentiment quand même que ce n'était pas très bien. Tu vois ma question, c'est-à-dire est-ce que
en tant que il est possible de dissocier à l'intérieur du juriste, quand on regarde un fait aussi massif que cette période 1933-1945, Oui. est-ce que l'on peut faire ce que prétendait Ripert, je me dissocie complètement du phénomène que j'observe, je ne dois, en tant que juriste, porter aucun jugement de valeur sur cela. Est-ce que c'est une position tenable? Oui. C'est alors une question de morale de résister, et pas une question du droit. Bien. Oui, c'est ça. Et à mon avis, moi, je sépare clairement les sphères juridiques de la sphère de l'éthique ou de la sphère de la morale. Ça, c'est la base de mes réflexions historiques et personnelles. Très bien. Alors, est-ce que je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai dit oui, s'il vous plaît, oui.